Dimanche 24 octobre 2021, alors je fais suite à ma dernière intervention qui était une réaction à la mise en place par le gouvernement bulgare d'une forme de passe sanitaire. Alors qu'est-ce qu'il en est quelques jours après? Eh bien effectivement, vous devez présenter un test PCR ou antigénique négatif pour pouvoir accéder aux surfaces qui accueillent du public de plus de 300 mètres carrés. Alors ça va concerner essentiellement les grands magasins de vêtements et puis les grands centres commerciaux de type mall. Ça concerne aussi les bars et les restaurants. Tiens, c'est bizarre, hein. Alors tout ça s'est mis en place à la sauce bulgare parce que vous pouvez accéder aux terrasses des bars et des restaurants sans devoir présenter le passe-passe. Vous pouvez prendre les transports en commun. Alors comme à l'ouest, hein, vous pouvez vous entasser dans les rames de métro pour aller bosser, ça c'est clair, hein. À Sofia il y a le métro, donc ça il n'y a aucun souci. Mais vous n'avez pas besoin du passe-passe pour pouvoir voyager de ville en ville. Donc si vous prenez le bus pour aller de Sofia à Plovdiv, là où je réside, ou alors le train de Sofia, la capitale, pour aller sur les bords de la mer Noire, Burgas, à 10 heures de train par exemple, si vous avez envie de tenter l'expérience en prenant le train de nuit, normalement vous n'avez pas besoin de ce fameux passe-passe. Voilà. Alors vous n'avez pas besoin non plus de passe pour pouvoir accéder aux grandes surfaces de vente de produits alimentaires de type Lidl, Kaufland ou Billa, c'est-à-dire l'équivalent de Carrefour ou Auchan chez nous. Et puis normalement on va dire dans les administrations, ça ne vous est pas demandé non plus. Voilà. Alors évidemment, on suppose que le gouvernement local s'est fait taper sur les doigts hein, par nos mondialistes européens qui ont dû dire ah non, là ça va pas du tout parce que 15 à 20% de vax, c'est pas bon. Hein. Il faut accélérer un petit peu la manip. Alors le problème, eh bien, c'est que voilà, le gouvernement bulgare et le peuple bulgare, surtout la Bulgarie, c'est pas la France. C'est pas le même pays, hein. Ici il y a 6 millions d'habitants, c'est censé être le pays le plus pauvre de l'Union Européenne, et puis on a encore une population qui est un petit peu homogène et qui se méfie des gouvernements. Hein. Je rappelle quand même que pour un Bulgare de base, le gouvernement, ça a été pendant 600 ans les Ottomans. Bon, ils ont bien compris que la protection du grand frère gouvernemental, c'était un petit peu du pipeau à l'époque. Hein. Voilà, dans l'inconscient collectif bulgare, allez juste jeter un œil à ce qui s'est passé à Batak pendant la révolution bulgare au 19e siècle, et puis bon, vous verrez. Très très rapidement, ils sont tombés sous le joug soviétique, donc voilà, grosso modo, le gouvernement, c'était encore des apparatchiks qui profitaient un petit peu du système pendant que vous n'aviez rien, vous trimiez comme vous pouviez, hein, voilà. Donc grosso modo, le discours habituel du gouvernement qui vous fait du bien et puis qui fait en sorte que le peuple aille bien ici, voilà, le Bulgare de base il se dit voilà ok, on verra bien, on y va tranquille. Hein. Voilà, donc c'est pas pareil que la France. Hein, voilà, grosso modo, effectivement, au début juillet, hein, quand Jupiter Ier dans le Frankistan a fait son intervention. Eh bien, effectivement, tous les moutons tout de suite se sont précipités. On sait que les standards de Doctolib étaient pris d'assaut, hein, parce que les gens voulaient absolument se faire mettez-moi en deux tout de suite. Hein. Voilà. Bon, c'est pas le cas ici. Voilà, tout simplement. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui pour faire quelques rappels importants, parce que j'ai effectivement vu que des gens étaient déçus. Ils disaient merde, la Bulgarie, c'était une destination qui était sur ma liste, c'est trop con. Et puis il y en a d'autres qui se disent non, il faut aller dans tel pays. Alors voilà. Aujourd'hui, je vais faire une petite mise au point par rapport à tout ça, pour vous expliquer déjà quelle est ma conception de la chose aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent, ils connaissent un petit peu déjà ma conception du monde dans lequel on évolue, ma conception de ce cycle civilisationnel qui caractérise aujourd'hui notre situation, et puis quelles sont les meilleures stratégies à adopter. Alors je vais intituler cette vidéo « Éloge de la fuite ». Alors ça fait référence au fameux ouvrage du professeur Laborie. Alors je vous le résume en 2 lignes, hein, c'est simple, c'est vous pouvez jouer le guerrier barbare, tout ce que vous voulez, n'empêche que quand on arrête de se raconter de la chic, il faut regarder la réalité en face. Vous ne pouvez pas lutter frontalement face à un système sans vous faire broyer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, vous ne pouvez pas non plus vous bercer d'illusions en disant ouais, on va effectivement faire la révolution et puis on va prendre la place, ça sera mieux. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les révolutions sont toujours fomentées par des petits groupuscules qui ont les qualités pour pouvoir prendre la place de ceux qui occupent une place qu'ils convoitent et qui utilisent effectivement le bas peuple
En agitant tout ça, voilà, on obtient le résultat escompté, c'est-à-dire une période de chaos où on peut faire tourner la table et prendre la place. Grosso modo, ce qu'on vous a raconté à l'école concernant la Révolution française, c'est du pipeau, c'est jamais le peuple qui a pris le contrôle et le pouvoir. Hein, c'est toujours, comment dire, c'est toujours la fable qu'on raconte, puisque c'est René Girard qui l'a bien expliqué dans un de ses ouvrages. Hein, finalement, les civilisations sont construites sur la base du sang et sur la base du chaos. Et puis après, on va sublimer le truc, mais l'acte fondateur, eh bien, c'est toujours un bouleversement, et puis c'est toujours le sang des peuples, le sang de ceux à qui on vole le pouvoir à un moment donné pour prendre la place. Grosso modo, c'est ça. Donc la Révolution française, c'est une révolution bourgeoise et franc-maçonne, puisqu'il y avait déjà des réseaux à l'époque qui étaient organisés. Et puis, c'est l'histoire du bourgeois gentilhomme de Molière, relisez, hein, c'est ça, on veut prendre la place du noble. Donc on a eu effectivement un changement, plus ou moins, on va dire, mais les dindons de la farce, c'est toujours les mêmes. Hein, c'est toujours ceux qui sont en bas de l'échelle alimentaire, tout simplement. Donc c'est vous, c'est moi, c'est comme ça. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on n'a peut-être pas forcément les qualités, à un moment donné, pour pouvoir rivaliser avec ces gens-là qui sont sans foi ni loi, qui n'ont comme valeur que le pouvoir et l'argent. Donc c'est très difficile de... Regardez par exemple, on est dans une époque où le sens de l'honneur a complètement disparu. Donc vous ne pouvez pas par exemple régler un problème sur le champ de Mars à 5 heures, au petit matin, à l'épée ou au revolver, comme ça se faisait encore il y a quelques temps. Maintenant on va travailler en sous-marin, hein. Vous allez vous prendre une dose par derrière, vous allez vous suicider avec une balle dans le dos, ou avec une substance qu'on va glisser quelque part dans votre alimentation, et puis vous allez mourir d'une crise cardiaque ou d'autres choses. Voilà. Ou alors on va vous détruire socialement et économiquement, comme ça, ou on va couper les vannes de la liberté d'expression, comme ça vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc il s'agit de reconnaître ces grands mouvements. Voilà. Alors maintenant, ceci étant dit, la meilleure des options, c'est de se barrer, c'est de fuir. Voilà. Alors, comme je l'ai déjà dit, c'est très difficile aujourd'hui, en 2021, de se dire il faut être dans tel pays. C'est très difficile de se dire il faut absolument trouver l'Eldorado, et je l'ai trouvé, c'est tel pays ou tel pays. Tout ça change très très vite, tout ça évolue et pas forcément dans le bon sens, donc il faut savoir reconnaître qu'on est dans une partie du cycle d'évolution de l'homme civilisationnel qui est difficile. Et c'est pour ça que j'introduis la deuxième partie de mon intervention aujourd'hui en vidéo, c'est qu'on va devoir vous devez répondre à certaines questions d'ordre spirituel pour pouvoir vous positionner, parce qu'il ne s'agit pas de prendre son petit sac d'évacuation, se barrer d'une grande ville française pour aller s'enterrer à la campagne. Il ne s'agit pas de prendre sa voiture pour traverser 2 frontières et se mettre soi-disant dans un Eldorado. Il ne s'agit pas de pouvoir sauter dans un avion, si on peut encore en prendre un à un moment donné, pour aller, je ne sais pas, moi, en Amérique latine ou ailleurs. Ce n'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui, en 2021, si vous n'avez pas répondu à certaines questions. Alors, ça sera après. On va revenir à la première partie. Éloge de la fuite. Évidemment qu'il faut se barrer. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde dans lequel on vit, alors aujourd'hui, mais ça a toujours été, plus ou moins, on va dire, avec le temps, avec cette forme d'involution, parce qu'on a une évolution technologique d'un côté, mais on a une involution spirituelle de l'autre, eh bien, on a certaines valeurs qui disparaissent, et qui disparaissent vite, malheureusement. Et donc, on a de plus en plus entre guillemets des valeurs, on va pas appeler ça des valeurs, mais c'est comme ça, on a de plus en plus certains éléments qui prédominent, et ces éléments sont, et ça a toujours drivé plus ou moins l'humanité, le pouvoir et l'argent. Et je mettrai en premier le pouvoir, parce que l'argent est une énergie qui va permettre aux gens qui veulent obtenir le pouvoir et qui jouissent du pouvoir, eh bien d'asseoir ce pouvoir, tout simplement. Donc, quand on est dans ce monde-là, l'argent et le pouvoir sont les énergies qui drivent notre monde, tout simplement. Alors, maintenant, quand on redescend à un niveau individuel, on va pouvoir observer certains mouvements. Quand on sait ça,
regardez un pays, par exemple, allez, je vais juste le nommer, la France, qui est le pays le plus taxé de l'OCDE. Eh bien ça, c'est révélateur d'un peuple qui est prêt à abandonner complètement toute souveraineté, qui est prêt à abandonner complètement toute liberté, parce que petit à petit, il s'est déjà fait grignoter eh bien, tous les leviers qui pouvaient lui accorder cette liberté, justement. Voilà. Quand vous acceptez petit à petit de vous faire taxer à hauteur de près de 60 ou 70% de tout ce que vous gagnez, eh bien vous acceptez de vous mettre en état de soumission par rapport à un État qui ne vous veut de toute façon pas de bien, très clairement. Parce que c'est pas que je sois complètement attaché à la notion de propriété individuelle, mais la propriété individuelle est un marqueur de souveraineté. Si vous ne possédez rien, dites-vous que quelqu'un possède à côté et vous met en situation de dépendance. Et le problème vient de là, tout simplement, c'est que quand vous êtes en situation de dépendance, vous dépendez de la personne qui signe le chèque. C'est la personne qui signe le chèque qui commande. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est un excellent marqueur. Alors, il y en a d'autres. Hein. Moi, personnellement, j'ai grandi, je suis né dans les années 70, enfant dans les années 80, ado dans les années 90. J'ai bien vu toute l'évolution au niveau de notre chère patrie, la France. Hein. Et on voit petit à petit que l'on se fait grignoter tous les espaces de liberté. Quand vous prenez votre voiture et puis que vous devez piler tous les 20 mètres parce qu'il y a un radar qui vous regarde, vous avez l'œil de Sauron là, qui vous plonge dessus et vous dites oh, si je dépasse 5 km/h, je vais me prendre une prune, mon permis à point, ceci, cela. Quand vous ouvrez votre boîte aux lettres et que vous dites qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin du nez, qu'est-ce que je dois encore payer, est-ce que mes taxes foncières n'ont pas augmenté, etc., 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 etc. Aujourd'hui, on a encore ce problème d'inflation qui se manifeste essentiellement à la pompe à essence. Bah oui, mais l'essence, c'est 60% de taxes. Voilà. Donc l'aspect fiscal est hyper important. C'est pas une histoire de pognon, d'optimisation, toutes ces conneries. On n'est pas à ce niveau-là de toute façon, nous, personnellement, petits individus. Par contre, c'est un marqueur fondamental. Il y a une notion qui est importante, c'est celle de l'empathie. Ah, alors l'empathie, c'est pas se mettre à la place de quelqu'un qui souffre et de se dire « Ah, je vais éviter de lui faire du mal ». Ça, c'est le premier niveau de lecture. L'empathie, c'est se mettre à la place, potentiellement, de toute personne. Et donc, vous devez faire l'effort, vous, petit individu pensant et plus ou moins éveillé, on va dire, avec des valeurs, de vous mettre à la place des enfoirés qui nous gouvernent. Parce qu'eux ont un esprit qui ne fonctionne pas de la même façon que vous. Et cet esprit, c'est des valeurs centrales qui les animent, qui sont le pouvoir et l'argent. Donc quand vous avez compris ça, eh bien vous comprenez plein de choses, tout simplement. Donc vous vous faites grignoter au fur et à mesure, et donc dans ces pays, et on le voit bien en France aujourd'hui, que cette soumission a atteint un niveau paroxysmique. C'est que voilà, les résistances sont peu nombreuses, vous êtes prêts à accepter n'importe quoi. Quand Jupiter Ier a fait son allocution, on va dire mi-juillet, les standards de Doctolib ont été pris d'assaut. Hein, c'était tout de suite, vite, mettez-moi en deux tout de suite, là, hein, voilà. Donc cette soumission, elle est totale maintenant. Hein, Alors donc vous, quand vous êtes au milieu de tout ça, à mon sens, l'idée c'est déjà de choisir un pays avec un niveau de taxation qui va être raisonnable, on va dire, parce que ça va être révélateur de certaines choses. Ça va être révélateur. Un pays comme la Bulgarie, par exemple, qui taxe à hauteur de 10%, eh bien, c'est un pays qui n'a pas les mêmes moyens technologiques et matériels de vous casser les couilles comme en France ou comme aux États-Unis. C'est évident. Voilà. Et donc ça, c'est un marqueur important. Ensuite, eh bien, il y a le peuple derrière. Moi, j'ai bien vu l'évolution en 40 ou 50 ans. Tout a été fait dans les pays de l'Ouest européen pour détruire tout ce qui faisait le socle d'une société traditionnelle, on va dire. Alors, je rappelle que la tradition, c'est l'ensemble des forces vives qui se mettent ensemble et qui concourent à faire évoluer l'homme de l'état, entre guillemets, de tribu jusqu'à l'état de civilisation, c'est-à-dire cette capacité à construire, à bâtir et à travailler ensemble. Eh bien, tout est fait pour détruire ce socle-là, en commençant par la famille, en commençant par la notion de, on va dire, de virilité. Hein, voilà. Donc la tradition, c'est ça. La tradition, c'est des milliers d'années
de choses qui ont fait leurs preuves et qui ne peuvent pas être remplacées, malgré ce que vous dit BF Merde, par 50 ans de gauchisme et de notions complètement débiles. Voilà. Parce que sur la durée, ça ne tient pas. Voilà, sur la durée, ça ne tient pas du tout. Donc c'est ça la tradition. Donc tout est fait pour détruire ces bases-là. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes complètement dépendant et que vous n'avez plus ni l'assise d'une société homogène, on peut la trouver encore dans les pays de l'Est, dans les sociétés traditionnelles, ni l'assise de votre famille, eh bien vous êtes complètement dépendant de l'État. Et voilà. Alors quand on voit nos vieux qui sont crevés là, dernièrement dans les EHPAD et qu'on a aidé un petit peu à coup de Rivotril, bah ça n'arriverait pas si ils étaient encore, je ne sais pas moi, comme en Bulgarie, dans la maison familiale, hein, en bénéficiant de l'entraide intergénérationnelle. Voilà, c'est comme ça. Donc à partir de là, au niveau de vos analyses, alors attention, hein, je n'ai pas la science infuse, on va voir, ça se vérifiera dans le temps, au fur et à mesure, je verrai si j'ai raison, mais pour moi, je pense qu'il y a les deux marqueurs essentiels, c'est effectivement les moyens technologiques et matériels d'un État de vous nuire, sa capacité à le faire, tout simplement, parce que quand on a les moyens, il n'y a aucun contre-pouvoir derrière, on va dire, une forme de censeur qui va dire non, il ne faut pas le faire. Non, vous ne pouvez, vous n'allez pas souffrir si la personne en face ne peut pas le faire, n'a pas les moyens de le faire, tout simplement. Et moi, perso, j'ai pas envie de me mettre en situation où je donne du pouvoir à l'autre en me disant peut-être qu'il ne va pas l'utiliser. Non, donc dans un État qui n'a pas les moyens techniques ou matériels de le faire, eh ben, je suis plus garanti de ne pas souffrir, tout simplement. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement d'avoir l'assise d'une population qui est encore homogène. Donc là, je ne vous fais pas le discours. Dans des pays comme l'Ouest européen, on sait ce qui se passe. Et puis socialement, c'est toujours bien agité, hein, pour qu'il y ait une forme de racisme derrière, et que le bétail entre les différents moutons de couleurs différentes s'entretuent entre eux. Comme ça, bah, c'est le berger qui garde le troupeau sans trop de problèmes. Voilà, donc ça c'est deux paramètres qui sont fondamentaux. Maintenant, on est à une époque où on a une tentative désespérée de nos amis mondialistes. Hein, c'est les mêmes qui, on va dire quelques milliers d'années plus tôt, ont essayé de construire une tour pour atteindre le ciel. On sait comment ça a fini, ça s'est effondré. Hein, voilà. Donc les successeurs des bâtisseurs de la tour de Babel aujourd'hui veulent, c'est toujours ce bon vieux fantasme. On sait comment ça a fini la première fois, il n'y a pas de raison que ça soit différent cette fois-ci. On sait déjà que ça capote. Pourquoi ? Pour deux raisons. Parce que déjà c'est dit. Cette histoire de gouvernement mondial ne se fera pas. Je vous renvoie au discours de Poutine. Maintenant, chacun se regroupe sur des zones économiques. Attention, hein, voilà. Mais niveau mondial, l'harmonisation, c'est pas pour aujourd'hui. Puis a priori, ça ne se fera pas. Voilà. Et ensuite, le deuxième marqueur, c'est effectivement cette accélération. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, depuis 2 ans, hein, avec la crise du Coco Circus, là, qu'on nous a sorti du chapeau, hein, cette fabuleuse production franco-américaine, hein, puisque, bon, on le sait maintenant, hein, voilà, ils ont financé, le gain de, je ne sais plus comment on dit ça, hein, pour la bestiole, là, hein, grosso modo, ils ont mis du pognon sur la table pour qu'on puisse bidouiller le bidule et qu'il soit plus virulent. Voilà. Donc on sait que c'est une production franco-américaine. Donc ce truc-là, il a servi pour masquer et accélérer un mouvement de domination de type communiste, hein, tout simplement, parce que c'est en train de s'effondrer. Donc c'est le système financier qui est en train de s'effondrer. Il ne s'est pas relevé depuis 2008. On a des taux directeurs, c'est-à-dire le prix du pognon, qui est en négatif, donc c'est juste pas possible. Voilà, on sait que le système s'effondre, donc du coup, il faut masquer le truc. Pourquoi il faut masquer le truc ? Parce qu'en plus, il y a des gens qui sont un petit peu au courant de ce qui se passe, ça commence à parler, les gens se communiquent entre eux, et du coup, il y a un petit risque. Il y a un petit risque de rébellion. Donc ça, c'est pas possible, on ne peut pas laisser faire ça. Rendez-vous compte, les tables ne peuvent pas tourner pour de bon cette fois-ci, donc il faut conserver le pouvoir. Donc comme ils veulent conserver le pouvoir, effectivement, ils accélèrent la machine, et puis ils font en sorte de cracher certains pans de l'économie, de mettre complètement en situation de dépendance les gens, enfin du moins un peu plus que ce qu'ils sont déjà,
et puis en nous vendant toujours la saucisse du bidule de la guerre, soi-disant, contre cette énorme pandémie. Voilà. Donc pour conclure sur cette partie, évidemment qu'il faut se barrer, très clairement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en zone américaine, eh bien, il vaut mettre au Texas ou en Floride qu'en Californie, hein, à Los Angeles ou à New York. Et si vous êtes en zone européenne, peut-être qu'évidemment que les pays de l'Est sont plus adaptés, quel que soit le pays. Les pays de l'Est sont plus adaptés que l'Ouest européen, tout simplement. Alors maintenant, ça ne vous garantit pas de passer complètement à travers les gouttes, hein, puisque de toute façon, par exemple en Bulgarie, on fait partie de l'Europe. Voilà. Donc on fait partie de cette zone économique, on est gouverné par les mêmes gugus de Bruxelles, et que voilà, donc on peut ne compter que sur l'inertie du peuple et les moyens du pays pour pouvoir venir vous casser les pieds. Donc effectivement, à l'intérieur de chaque zone, il y a des endroits où il est possible, entre guillemets, de se planquer, plus ou moins, mais vous ne passerez pas complètement à travers les gouttes. Et là, j'en viens à la deuxième partie de mon intervention concernant dans cette vidéo. Eh bien, c'est les questions auxquelles vous devez apporter absolument des réponses. Parce qu'on est à une partie du cycle d'évolution de l'homme où ces questions deviennent de plus en plus fondamentales et elles vont conditionner tout le reste. Elles vont conditionner vos prises de décision, votre position et puis la mise en place de tout ce que vous allez faire. Voilà. On a vu que se barrer ne suffisait pas. Vous devez maintenant répondre à des questions d'ordre spirituel. Alors je sais que je vais en perdre beaucoup ici à ce moment-là de la vidéo, mais je suis désolé de vous le dire, c'est des questions qui sont fondamentales, qui agitent le petit bocal de l'humanité depuis au moins 5000 ans d'histoire recensée, voire même avant, parce que bon, voilà, après on a moins de sources, donc c'est plus difficile à pouvoir mettre en avant. N'empêche que ces questions qui semblent complètement éthérées, complètement déconnectées de la réalité matérielle qui nous occupe, hein, c'est où je dois me barrer, etc., eh bien elles sont centrales. Et il faut pouvoir y répondre, il faut pouvoir y apporter des réponses. Alors, c'est pas pour rien que j'ai intitulé mon livre Sanchin, les trois batailles, et que sur cette chaîne internet, sur laquelle j'interviens, vous voyez une petite vidéo d'introduction où je parle de ces fameuses trois batailles. Alors ces trois batailles, c'est quoi? C'est la connaissance de soi, c'est le travail de la culture physique et c'est l'assainissement de l'environnement. Grosso modo, c'est un énorme chantier qu'il est nécessaire d'entreprendre. Pourquoi? Parce que comme on a ce changement de cycle, eh bien, on est dans une perturbation, on est dans une zone de turbulence et que, grosso modo, passer à travers les gouttes ne suffira pas. Et peut-être qu'on ne réussira pas. Voilà. En attendant, il va falloir faire l'effort de le faire parce qu'on a un énorme travail à faire sur soi pour arrêter de se faire manipuler, très clairement, pour arrêter d'avoir peur, pour se positionner tout simplement par rapport à l'environnement dans lequel on évolue, l'environnement politique, social, économique. Et ça, c'est important parce que si vous ne répondez pas à ces questions, vous allez vous faire balader d'une part et ensuite vous allez vous faire bananer. J'ai envie de dire comme d'habitude, hein, comme d'habitude. Parce que les dangers sont partout, les escrocs sont partout et derrière ça, eh bien, il y a quand même des enjeux qui sont importants. Alors ces questions, c'est quoi tout simplement? La première, c'est de considérer la place de votre âme par rapport à la matérialité, par rapport à votre incarnation, par rapport au matériel, par rapport à votre corps, par rapport à l'environnement. Quelles sont vos valeurs? Je rappelle tout simplement que l'argent et le pouvoir drivent notre monde aujourd'hui. Voilà. Donc vous, en tant qu'agent économique, hein, vous êtes une petite fourmi qui travaillez dans votre pays pour pouvoir vous mettre à l'abri, vous et vos enfants, mais vous financez la machine économique. Vous êtes du carburant, tout simplement, de la naissance à la mort, vous êtes du carburant, vous travaillez pour pouvoir faire tourner le beans. Et quelque part, vous êtes le collatéral. Hein. On est dans une situation d'argent-dette. Tout ce que vous possédez, vous ne possédez rien. Quand vous êtes en possession, par exemple, d'une terre ou d'un appartement, vous n'êtes pas souverain. Vous êtes, comment dire, entre guillemets, le propriétaire d'un bien immobilier qui, au final, appartient à l'État. Vous êtes juste le locataire de l'État. Hein. Il faut bien se rendre compte de ça.
Et quand vous passez par des phases difficiles où vous avez le décès d'un proche, on vous fait bien comprendre que, allez, à la limite, si on pouvait taxer la personne une fois qu'elle est morte, enfin on le fait en général, hein, c'est évidemment ses descendants qui sont derrière et puis qui doivent financer le truc. Donc en fait, on n'est que du carburant, tout simplement. On est du carburant pour faire tourner la machine. Donc à partir de là, il faut savoir comment on se positionne. Donc il y a un aspect très matériel là-dedans, très matérialiste. Donc quelle est la place de votre âme là-dedans? Si vous considérez que vous avez une âme et que vous survivez, cette âme, cette conscience supérieure va survivre à votre incarnation, votre corps, bon, bah, alors vous avez une vue plus élargie. Vous n'êtes pas seulement que, on va dire, un humain de base, un ensemble de cellules qui est mu juste par le fait de pouvoir gagner de la thune pour pouvoir jouir du moment présent sur la vie et sur les autres. Voilà. Alors, pourquoi il faut considérer ces questions? Parce que, bon, je suis désolé de vous l'apprendre, mais vous allez finir en poussière. Moi, vous, à un moment donné, on va finir en poussière. C'est le côté purement matériel. Hein. Dans le meilleur des cas, vous allez, comment dire, ça va être rapide. Peut-être que vous aurez un accident, vous ne souffrirez pas, mais plus probablement, vous allez finir dans un lit d'hôpital, couvert de pisse, en souffrant le martyre. Ça va être très dur. Voilà. Alors si à ce moment-là, vous vous rappelez que vous avez une âme, si en plus vous vous êtes soumis à une bande d'enflure, là ça va être encore plus dur. Hein. Et puis je pense que dans le cadre de votre vie, avant d'en arriver là, vous allez souffrir aussi parce que vous aurez conscience que vous avez piétiné votre âme ou vous vous êtes laissé piétiner. Voilà. Donc vous devez répondre à cette question. Maintenant, on est incarné, évidemment, on a besoin de se nourrir, on a besoin de vivre, d'interagir, on a besoin de faire des expériences d'ordre physique, hein, pour nourrir le spirituel. Donc on a un équilibre à maintenir hein, entre justement l'âme et le corps. Maintenant, si vous avez répondu à cette question, vous accordez une place prédominante à votre âme, donc à votre, on va dire, versant spirituel. À partir de là, il y a des choses que vous n'êtes pas prêt à lâcher. Il y a des choses que vous n'accepterez pas. C'est-à-dire que, d'un point de vue purement basique, vous allez à l'extrême de l'extrême, du bout, eh bien, vous allez privilégier la survie de votre âme à la survie de votre corps. Parce que de toute façon, voilà, par définition, le corps est corruptible, hein, et donc on est destiné à disparaître à un moment donné. Mais si vous considérez que votre âme et votre conscience est supérieure et qu'elle va survivre à tout ça, bon, à ce moment-là, il y a des mesures que vous allez prendre et vous allez tout simplement mettre une limite. C'est-à-dire qu'au-delà de cette limite, je vais réagir et je ne vais pas me laisser faire quoi qu'il en coûte. Tiens, je rappelle cette phrase de notre cher dirigeant en France, hein, quoi qu'il en coûte. Ben, le quoi qu'il en coûte, il s'applique à vous aussi. Voilà. Alors pour pouvoir mettre en place le quoi qu'il en coûte, il faut avoir ce positionnement vis-à-vis de cette question fondamentale, de la place de l'âme dans votre incarnation, et après mettre en place des mesures. C'est comme en self-défense. Vous avez vu là hein, que pendant 2 ans, on essaye de vous forcer petit à petit à faire un tas de choses, et que petit à petit, eh bien, vous vous laissez grignoter. Alors j'ai envie de vous dire à quel moment vous réagissez. C'est comme en self-défense, j'ai déjà pris cet exemple-là qui est parlant, c'est que si vous n'avez pas réfléchi à ces questions avant, vous ne pouvez pas réagir correctement lorsque le problème se présente et vous vous laissez bouffer, tout simplement. Voilà, vous vous laissez insulter, ok, très bien, il faut vous mettre des limites. Si vous ne vous mettez pas de limites, eh bien vous vous faites grignoter jusqu'au bout du bout. Là, c'est la 2e, la 3e, la 4e dose. Hein, on vous met la dose, c'est le cas de le dire. Hein. Puis après, il faudra les petits cachetons quotidiens. Enfin, à quel moment vous réagissez? Voilà. Alors, vous ne réagissez pas. Pourquoi? Parce que vous esquivez la confrontation directe. Parce que vous avez peur. C'est normal, on a tous peur. Voilà, on a peur pour soi, on a peur pour ses enfants, on a peur pour l'avenir. Mais à un moment donné, il faut aussi travailler le lâcher prise. D'où ces fameuses 3 batailles que nous avons, nous tous, en tant qu'humains, à livrer au quotidien pour pouvoir nous affranchir de tout ça. Je n'ai pas dit que ça serait facile. L'équation, elle est simple, mais elle est difficile. Elle est difficile à mettre en place. Il y a effectivement une discipline à respecter. Il y a des hauts et des bas. Ce n'est pas toujours simple. Mais on doit mettre en place une ligne et s'y tenir. Voilà. Donc à partir de là,
quand vous êtes dans cette dynamique, eh bien, vous vous mettez des limites et vous dites non. Alors, je vous apprends aujourd'hui, la deuxième révélation, hein, c'est qu'il y a un mot magique qui s'appelle non. Il faut savoir dire non. Le problème, je pense que vous avez remarqué, on a besoin de votre consentement. Alors ça, c'est important parce qu'il y a effectivement une question juridique derrière celle-là. Hein, si on parle des vax, il y a une question juridique. Si ceux qui mettent en place tout ce bordel ont votre consentement, d'un point de vue juridique, ils ne sont pas attaqués. Voilà. Mais il y a un pendant spirituel à ça. C'est que si vous consentez à vous soumettre, eh bien, ne venez pas pleurer derrière. Vous avez donné votre accord pour tout ce qui arrive ensuite. Donc, il faut commencer par sortir ce mot magique, non. Et pourquoi vous allez pouvoir dire non? Parce qu'à un moment donné, vous allez pouvoir être dans le lâcher-prise. Si vous n'avez pas peur, prenez toutes les phases, tout ce qui peut vous arriver. Et à un moment donné, essayez de changer d'état d'esprit en vous disant bah, « c'est pas grave ». Voilà. Si tu dis non, tu vas perdre ton boulot. Bah, c'est pas grave, j'en retrouverai un autre. D'accord. Mais si tu perds ton boulot et que tu ne retrouves pas de travail derrière, tu vas perdre ta maison. Bien, c'est pas grave, je pourrais vivre dans une toile de tente. Oui, mais si tu dis non et que tu t'opposes aux injonctions officielles, à un moment donné, tu vas aller en prison. Bah, c'est pas grave parce que du coup, j'aurais pas besoin de travailler pour me nourrir et pour pouvoir avoir un toit. Je l'aurai gratuitement. Voilà, je serai pris en charge. Hein. Je serai de toute façon, si encore un confinement plutôt que d'être chez moi à regarder Netflix et devoir quand même tout payer, tout financer, bah, du coup, bah, c'est la société qui payera pour moi. D'accord. Ouais, mais si tu dis non, tu vas mourir de la maladie. Oui, mais si je dis non, si je dis oui, que je me soumets, on va m'injecter un truc. Et vu les retours que j'ai, et vu mon positionnement, on va dire, spirituel, eh bien, ça va être pire. Donc je risque de mourir. Voilà. Et où je risque d'être diminué au niveau de ma santé. Et que moi, ce qui est important, c'est de me dire que tant que j'ai ma capacité intellectuelle et physique, je pourrai toujours m'en sortir. Bon, ok, voilà. Donc au fur et à mesure qu'on va vous forcer, vous allez trouver des contre-arguments pour vous dire, bah c'est pas grave, je vais perdre ça. Ok, mais la vie m'apportera autre chose. Yallah. Voilà. Et ça, quand vous passez par une période difficile dans votre vie, eh bien, vous l'expérimentez dans votre chair. À un moment donné, vous lâchez prise. Moi, perso, je l'ai expérimenté de plein de façons, et je l'ai même expérimenté d'un point de vue, on va dire, sentimental. C'est-à-dire que ça peut être le versant qui est difficile pour certaines personnes. Vous allez perdre du matériel, ok. Maintenant, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue de vos valeurs, vous allez perdre, et là, ça va être compliqué, ça va être la limite pour vous, et vous allez vous soumettre, vous allez lâcher. Eh bien, même à ce niveau-là, la vie peut vous apporter de bonnes choses derrière. Moi, par exemple, à un moment donné, quand j'étais en situation de divorce, je me suis battu pour mes enfants. C'était la question importante pour moi. Eh bien, à un moment donné, quand j'étais dans le lâcher-prise par rapport à ça, en me disant, bah ok, peut-être que je les verrai beaucoup moins, lâche. Eh bien, en lâchant, finalement, les choses finissent par se tasser et vous attirez. Voilà, vous attirez. Et peut-être que si vous étiez encore agrippé, peut-être qu'à ce moment-là, eh bien, c'est comme l'inaccessible étoile, quoi, ça vous échappe tout simplement. Donc il faut être dans le lâcher-prise. Il faut être dans le lâcher-prise. La soumission ne vous apporte rien de bon. Quand vous vous soumettez, vous donnez du pouvoir à quelqu'un. Et ce quelqu'un, il ne faut pas venir pleurer après s'il utilise ce pouvoir contre vous. Donc le consentement est fondamental, il est au centre de l'équation. D'un point de vue juridique, évidemment, c'est-à-dire au niveau organisationnel, matériel, mais d'un point de vue spirituel également. Voilà. Donc ça, c'est important. Vous devez répondre à ces questions-là. Maintenant, on va terminer sur l'aspect avec la question qui fâche, parce que je l'ai évoqué juste avant, vous allez mourir. Voilà, bon dimanche, salut. Non, je déconne. On va tous mourir. Voilà. Le problème, c'est de savoir
Si vous avez répondu à la question de savoir comment vous voulez vivre, évidemment derrière, il y a la question, parce qu'il y a l'autre face de la médaille, c'est comment vous voulez mourir. Parce que ça nous attend tous, mes amis. Alors voilà, la question elle est de savoir que, à un moment donné, vous allez diminuer, votre corps va comment dire, perdre en énergie, et puis eh bien, vous allez changer d'état, hein, pour le dire de façon politiquement correcte. Mais derrière ça, il faut savoir dans quelles conditions. Si vous vous soumettez parce que vous avez peur de la mort, tout simplement. Voilà. Alors maintenant, si vous n'avez pas peur de la mort, parce que de toute façon, elle est inexorable, pourquoi vous vous soumettez? Alors après, c'est fonction de chacun. Moi, perso, à l'âge que j'ai vécu déjà de belles choses. Même si j'en vis encore de belles, j'ai déjà tout un parcours. Donc, je n'ai pas de regrets. Maintenant, ce qui est important pour moi, c'est la façon dont je vis au quotidien. C'est le fait de ne pas me soumettre, c'est le fait d'être libre, c'est le fait d'être souverain de ma propre personne et de poursuivre la logique jusqu'à l'ultime moment. Avec les petites expériences que j'ai, je me dis, moi perso, j'ai peut-être pas envie de me retrouver encore une fois dans un lit d'hôpital diminué avec la sensation de m'être soumis à une bande d'enflure. Voilà, peut-être que dans mes valeurs personnelles, mes valeurs traditionnelles, peut-être que je préférerais partir dans une fulgurance, l'épée à la main sur un champ de bataille. Mais ça, c'est fonction de chacun. Hein, parce que du coup, ça serait plus rapide, ça correspondrait plus à l'image que je me fais de la façon dont un homme doit se tenir debout et non pas vivre à genoux. Et peut-être qu'il doit partir aussi comme ça. Voilà, donc à partir de ce moment-là, si vous éliminez toutes les phases de friction, qui sont des phases de peur par lesquelles on peut vous manipuler, eh bien, nous n'avons plus les gouvernants, on va dire ces dominants, hein, on va dire les gardiens du troupeau, n'ont plus de levier sur le troupeau. Voilà, tout simplement. Ça s'effondre. Et là, on arrive à une notion fondamentale qui est que, pour reprendre cette citation du Trône de Fer, hein, l'œuvre de J.R. Martin, hein, cette fameuse série, hein, le Trône de Fer, le pouvoir est une ombre sur le mur. Il est là où l'homme croit qu'il réside. Et c'est exactement ça le fond du problème, c'est que la plupart des gens se soumettent parce qu'ils ont peur. Et pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils n'ont pas fait ce travail sur soi, parce qu'ils se sont laissés bouffer petit à petit tous les éléments spirituels qui constituent le socle d'une société traditionnelle, y compris les éléments religieux, parce qu'on ne considère maintenant plus que le côté matérialiste de l'environnement dans lequel on est, en oubliant le côté spirituel et magique, quelque part, et que tout ça constitue autant de leviers pour les enfoirés du dessus, les gardiens du troupeau, pour nous manipuler. On vous manipule par la peur, en vous mentant toujours de A à Z. Le transhumanisme et l'immortalité, ça ne sera pas pour vous et moi, on servira juste de pièce de rechange pour ces enculés. Et quand bien même, est-ce que vous auriez envie, là je m'adresse aux gens qui ont déjà des dizaines d'années de vécu, vous êtes comme moi, vous avez vécu de belles choses, vous en vivez encore, mais vous avez aussi souffert, beaucoup. Donc quelque part, cette vie, elle vous apporte plein de satisfaction, mais elle vous apporte aussi son lot de souffrance. En clair, sans jugement de valeur, elle vous apporte son lot d'expérience, tout simplement. Mais à un moment, ça suffit. Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez envie de vivre ça perpétuellement? C'est pas la durée qui est importante, c'est la qualité. Tout dans la vie est comme ça, c'est la qualité de ce que vous vivez qui est importante, c'est pas la quantité, c'est pas la durée. Ça n'a aucun intérêt, c'est insipide. Hein, on est bien d'accord. Donc à partir de là, considérons des choses aussi simples que la vie et la mort, des choses aussi simples que la survie, entre guillemets, de la conscience, et de vous dire que, eh bien, on a des expériences spirituelles à mener sur cette terre, dans cette incarnation, et qu'à partir de là, on accepte, vous êtes dans l'acceptation de votre finitude, tout simplement, au niveau matériel. À partir de là, pourquoi, quand vous avez annihilé toutes ces peurs, les unes derrière les autres, on n'a plus, enfin, le pouvoir supérieur n'a plus de pouvoir sur vous. Voilà, tout simplement. Donc, le pouvoir est une ombre sur le mur, il est là où l'homme croit qu'il réside.
Et alors je vais citer Rothschild derrière, hein, parce que lui avait découvert ça, c'est que quand vous vous parez des attributs du pouvoir, eh bien vous représentez le pouvoir, tout simplement. Et il est là le fond du problème. Si vous n'avez plus peur, eh bien vous reconnaissez votre souveraineté propre, votre propre souveraineté. Et donc vous ne reconnaissez plus la souveraineté d'un élément extérieur à vous, voilà, qu'on veut vous imposer de façon artificielle, parce qu'en plus vous n'avez plus peur. Pourquoi je reconnaîtrais cette injonction? Pourquoi je me soumettrais à une injonction d'un gugus qui vient m'expliquer comment moi je dois vivre, comment je dois gérer mon corps et ma santé, par exemple? C'est un truc personnel, c'est mon choix propre, en tant qu'être humain complètement souverain de mon corps et de ma personne, de ma personnalité et de mon âme. Voilà. Donc l'équation, elle est aussi simple que ça. Quand vous avez répondu à ces questions, vous pouvez ensuite adopter un positionnement, vous pouvez travailler avec, on va dire, acharnement et méthode et discipline au quotidien pour maintenir ce cap de ces 3 batailles que j'ai mentionnées. Et à partir de là, vous avez un positionnement. Donc, effectivement, là, l'expatriation prend tout son sens parce que vous avez un socle spirituel qui vous permet de vous positionner quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, puisque les recettes et les schémas sont toujours les mêmes. Et donc là, eh bien, effectivement, soit vous n'avez pas les possibilités de sortir de la zone de danger, mais ce n'est pas grave, puisque vous avez considéré tous ces éléments spirituels. Vous avez la possibilité de sortir de la zone de danger, mais vous avez parfaitement conscience du cycle dans lequel on se trouve et que vous ne passerez peut-être pas forcément à travers les gouttes, mais ce n'est pas grave non plus, parce que vous avez ce socle spirituel. Voilà, éloge de la fuite, mes réponses à ces questions fondamentales. Allez, je vous laisse là-dessus. C'était une longue vidéo. Je pense qu'il fallait faire cette mise au point. La solution, déjà, elle est individuelle, mais elle ne passe pas par une fuite perpétuelle sans considérer ces éléments qui sont centraux. Allez, je vous dis à plus. Ciao.